Bonjour à tous. Ici le cours 22. Oh, je vais changer tout de suite. Ben oui, comme ça vous allez me voir correctement. Alors, nous sommes au cours 22. C'est le dernier cours avant Noël. Donc, idéalement, vous devez réaliser ce cours avant le retour en classe en janvier. Enfin, vous avez jusqu'à la fin du cycle, bien entendu. Ça devrait nous amener vers le 9 janvier. Tout d'abord, hein, je tiens à vous présenter ce livre. Ben oui, je me suis dit, des fois, je présente des trucs de l'appartement que vous avez toujours pas visité, je sais. Agota Christophe, plutôt, alors, excellente écrivaine, qui a écrit, donc, c'est une trilogie. Souvent, à l'école, je pense qu'en français, je ne sais pas s'ils vont toujours vous le faire lire, vous lisiez le Grand Cahier l'an passé et les années subséquentes. Moi, c'est un livre que je donnais toujours à un élève. Je donnais toujours un grand cahier, mais qui est seulement le premier livre de la trilogie. Le premier livre, il est vraiment sublime, là, le grand cahier. C'est très, je vous dirais que c'est un mélange de stoïcisme, ouais, oui, de stoïcisme, je dirais peut-être, oui. Et puis, il y a quand même quelque chose de nietzschéen, je trouve, dans ça, mais bon. De stoïcisme. Alors que le deuxième livre, La Preuve, généralement, ceux qui le lisent, ben, ils décrochent un peu parce que je veux pas vous dire un peu c'est quoi la twist, mais La Preuve, c'est donc, il faut s'accrocher, hein. Mais aussitôt qu'on passe au travers et on arrive le troisième mensonge, c'est vraiment là que tout le génie de l'auteur se manifeste. Il faut dire aussi que dans le Grand Cahier, qui est le premier donc livre de la trilogie, le rythme est très rapide, donc c'est très facile à lire, c'est troublant, ça amène beaucoup de réflexion et quand on arrive au troisième ouvrage, on se rend compte déjà d'un livre qui était génial, mais d'une trilogie qui est vraiment sublime. Par contre, je vous dirais que 80% des gens qui ont lu le Grand Cahier n'ont pas lu la trilogie. Je vous invite à lire la trilogie. Alors voilà, c'était tout pour ma petite présentation culturelle. Alors on commence dans 3, 2, 1, bedou bedou, mais non, je n'ai toujours pas mis la musique. Le cours 22. Alors on voit ici le cours 22. J'espère que vous m'entendez correctement, ça doit. Euh, alors, les objectifs, ben, je vous invite tout de suite à prendre votre page 108 de rien. Alors, c'est comprendre certains problèmes liés à l'identité personnelle et à un moi, à explorer les implications de la continuité psychologique et ben, examiner la notion de responsabilité, hein, parce que c'est le dernier cours sur la responsabilité. Alors, effectivement, hein, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité? Ben, on en a parlé un peu lors de la mise en situation du dernier cours, hein, c'est quand même assez complexe tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de démêler tous ces éléments. L'ordre du jour, ben, premièrement, j'imagine que vous êtes en train de noter à la page 108 les trois objectifs de la leçon. C'est des notes de cours, donc c'est assez théorique. On a, je crois, 5 ou 6 diapositives. C'est les pages 108 et 109, donc n'hésitez pas si vous manquez de place à la page 108, vous allez du côté de la page 109. Troisième partie, hein, ça va être important quand vous allez aller sur Moodle pour faire le cours 22, ben, de vérifier, de vous assurer d'avoir fait le formatif hein, des points du cours 14 à 18. On peut le faire un nombre de fois qui est éliminé, ce qui est illimité plutôt. Ce qui est important, c'est la meilleure note possible. Vous ne le faites pas pour essayer d'avoir une note, vous le faites pour vérifier si vous avez compris. Puis quand tu n'as pas compris, ben, tu vas essayer de trouver l'information dans ton cahier à l'endroit où l'information a été abordée, donc dans ton rien là. Alors, c'était au cours 21, mais je vais remettre le lien dans le cours 22, donc c'est la même chose. Attention, je vais prendre la note, je crois que c'est le 9 à la fin du cycle. Et ensuite, n'oubliez pas d'aller faire l'auto-évaluation et l'appréciation. Alors, j'y vais de ce pas. Alors, je l'ai dit, hein, c'est le dernier cours avant Noël. Euh, alors, la responsabilité, ou plutôt l'identité, donc, revenons un petit peu, on a ici, oups, ici, oui, hein, Descartes, hein, on se souvient, le je pense, donc je suis, hein, on se souviendra de la complexité à réfléchir sur ce que nous sommes ou qui nous sommes. Hein, pour Descartes, une posture du 17e siècle, il disait que on est cet être pensant, hein, et on est donc cet être qui pense, et voilà un peu la nature profonde, ben, peut-être pas profonde, mais c'est âme ou esprit, là, mais de notre identité. Nous sommes un être pensant.
Si on rejette le dualisme cartésien, puis on en a vu, hein, John Locke l'a rejeté, David Hume aussi, ça a déjà été présenté, je vais revenir, ben, pas vraiment sur eux, mais tout comme. Alors, on se souvient que l'esprit hein, n'existe pas indépendamment du corps si on accepte hein, cette posture. Alors, je ne vous dis pas ici que c'est le cas. Il y a peut-être des gens parmi vous qui croyaient que l'esprit existe indépendamment du corps. C'est juste qu'en science et je vous dirais qu'en philosophie de l'esprit actuellement, c'est peut-être plus le courant principal. Il y a des difficultés importantes. Donc, c'est des approches qui sont davantage, on les a vues, souvenez-vous, fonctionnalistes, certains physicalistes là, quand on est en sciences. Alors, par contre, il y a une dimension qui est assurément importante avec l'identité, c'est celle de la persistance, bien entendu, du corps à travers le temps. Ça, on ne peut pas le cacher. Et quand je parle de la persistance du corps dans le temps, on se souviendra, on l'avait vu avec la vidéo de Kurzgesagt, le corps, pas nécessairement comme une identité matérielle qui ne change pas, c'est plutôt le corps comme organisme. Alors oui, c'est clairement ici une fonction, une approche qui est fonctionnaliste, hein, je suis l'organisme, donc le moi serait dans un organisme qui se renouvelle sans cesse, hein, qui n'est pas exactement pareil, mais qui clairement est un peu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un peu comme le bateau de Thésée, souvenez-vous, qui change sans arrêt, mais qui demeure et qui reste toujours le bateau de Thésée. De la manière que mon corps, c'est toujours le corps de Jean-Étienne, hein, c'est la même T. Euh, c'est toujours donc quelque chose qui ne change pas malgré tout. Donc, ainsi, mon identité personnelle repose en partie sur la continuité de mon corps en tant qu'organisme. Ça, je pense que ça pose pas trop de problèmes. On l'a vu donc dans les cours antérieurs, mais il y a d'autres aspects à ça. Bon, désolé, je vais peut-être un peu trop vite, mais n'hésitez pas à poser. Hein. Je risque de vérifier les notes de cours encore. Donc, assurez-vous de prendre de bonnes vieilles notes de cours. Quand je dis bonnes vieilles, c'est que ça doit être actif et vous devez travailler ce texte. Oh mon Dieu, je pense avoir oublié dans l'ordre du jour ici. Mhm. Il y a un journal de Jeb à lire. Donc, je vais venir changer par la suite. Là, ça va être important. Il y a le journal de Jeb à lire qui sera juste avant le formatif. Journal de Jeb 4, il y en a 5 au total. On avait vu ici, je fais un petit retour sur la mise en situation qu'on a vu au dernier cours. Là, ici, on va faire attention avec les notes de cours. Là. Essayez pas de tout prendre en note concernant ce point spécifique. Je reviens sur la mise en situation que j'avais donné, hein, issu de Derek Perfic et aussi du livre en Reasons a Person de Derek Perfic, mais aussi en vraiment des vidéos de Monsieur Phi. Ensuite, c'est pas Monsieur Phi qui me fait découvrir Derek Perfit, c'est quand même lui qui l'a réactualisé dans ma pensée hein, quand il a sorti cette vidéo il y a quoi, peut-être 5-6 ans. Je vais mettre dans ces vidéos en lien sur Moodle après celle-ci. Donc, ceux et celles qui seraient intéressés, en fait, il y en a 3 que je vous recommande. L'identité, vous les verrez, hein, c'est optionnel. Je vais peut-être mettre une petite question à la fin. Comme ça, si vous les visionnez, je vous encourage peut-être à répondre à la question jusqu'à la fin. Comme ça me montre que vous l'avez regardé, puis c'est des traces. On se souviendra de la mise en situation, bon, de la téléportation à la page 107. Donc là, devenez pas fou encore une fois avec ce que vous allez prendre en note ici, c'est pas tant ça qui est important. Euh, L'identité reconstruite, hein, la continuité de la conscience à travers le transfert des souvenirs. Hein. On avait pris l'exemple, et je vais y revenir, de quand je me téléporte, on déconstruit mon corps et ce corps-là, on le détruit. En fait, on détruit un peu les atomes et on va reconstruire un peu comme des blocs Lego ce corps à l'autre bout du monde. Derek Patrick utilise Mars. Moi, dans le cahier, je pense que j'utilise le Japon ou à l'autre bout du monde à l'autre bout du monde, donc vous vous êtes reconstruit. Alors, on comprend que ce sont les souvenirs de l'être les téléportés, hein, les souvenirs qu'il est entré dans une machine à être téléporté, qui font en sorte qu'il y a une continuité. Par contre, le corps cesse d'exister. Hein. C'est littéralement la destruction d'un organisme et on en crée un autre qui est exactement pareil. Alors, malgré la mort du corps, on se souviendra en haut à gauche de votre cahier à cette page-là, vous devriez voir la représentation graphique que j'ai faite. Je vais aussi l'utiliser sur la prochaine PowerPoint. Malgré la mort du corps, hein, qui est A, une fois qu'il est téléporté, il est copié, ensuite détruit, les souvenirs que l'on retrouve chez le corps reconstruit, hein, qui est C, hein, qui est juste en dessous, fait en sorte que ce dernier est persuadé d'être A. Donc, il est A parce qu'il a les souvenirs d'être A, malgré, même si le corps est pareil, le fait que
que le corps de A a été détruit, ensuite reconstruit exactement pareil en C. Alors, on va le voir. Donc c'est ça, hein. Comme je dis, pas besoin de tout marquer ça. C'est pas. Je veux juste que tu te souviennes du scénario. Alors, on l'a ici en A qui est détruit. Et ensuite, il est détruit ici, là, parce qu'au moment de la téléportation, A, je dis qu'il devient B. B est détruit, donc cesse d'exister. Et bien entendu, A devient C dans l'autre pays ou l'autre planète. Et lui continue à exister. Le problème ici qui est assez complexe, et, ouais, vous allez voir plein de petites lettres apparaître, c'est on comprend que B s'il n'est pas détruit, donc si B n'était pas détruit, alors B se croit assurément être A, C pense qu'il est aussi A. Par contre, A, si je lui demande, se retrouve davantage en B, hein, qu'est-ce qui est A a l'impression, ou en fait, il se sent beaucoup plus près hein, de B, compte tenu qu'une continuité physique, hein, c'est le même corps, euh, que C. En C, c'est une copie. Alors, si A savait qu'on allait détruire B, hein, probablement qu'il n'embarquerait pas dans la téléportation. Bien entendu, si c'est dans un clignement d'yeux, comme dans la vidéo de M. Flan parlera, ou comme si c'était dans un film de Star Trek ou autre, alors on n'a peut-être pas l'impression qu'on est détruit, bien entendu. Et sans aucun doute, C, qui a été téléporté, lui, se retrouve en A parce qu'il a les souvenirs de A. Mais si C est A, est-ce que A est aussi C? Alors, vous comprenez qu'il y a un problème. En A, on sait qu'il est B. Ça, c'est certain, il y a une continuité physique. Alors qu'entre A et C, C n'a pas l'impression, C a assurément l'impression d'être A, mais A n'a pas l'impression d'être C. Et qu'est-ce qui arrive? En disant qu'il y a un problème, alors là, il y en avait plusieurs dans le scénario, hein, je vous invite à revoir le scénario si jamais vous êtes tout mélangés, mais qu'est-ce qui arrive? Si, si A devient, ben là, il y a C, mais s'il y a un problème, mais j'en multiplie, il y en a plein. Il y a un E, il y a un F, il y a un G, alors il pourrait y avoir plein de A qui ont été multipliés. Alors, ce qui rendrait encore la chose, qui est le véritable A? Alors, probablement qu'on dirait que c'est B et que les autres ne sont que des copies de A. Alors, vous voyez, c'est tout ça qu'on complexifie grandement la chose. Monsieur Phi va utiliser notamment l'exemple du meurtre. Ah, et moi, dans la mise en situation que j'ai utilisée, c'est si B commence à faire des folies, est-ce que D, C, D, E, F, G, disons, sont responsables des actions de B? Tout le monde a dit, ben, une très grande partie des gens ont dit non. Parce qu'effectivement, B et C ne sont pas les mêmes. Mais, par contre, imaginez-vous que c'est A qui a fait le crime. Si A a fait le crime, est-ce que B est responsable des crimes de A? Vous allez me dire oui, sans doute. Continuité du corps, continuité de souvenir. OK. Est-ce que C est responsable de A? Et là, ça se complique parce que C, ou D, ou E, et F, et G, a les souvenirs de A, mais son corps, ce n'est pas son corps qui le fait. Vous pourrez me dire, oui, mais monsieur, c'est la même reconstitution génétique. Je suis d'accord, mais quand même, on voit que c'est un peu plus complexe. Alors, allons voir justement ici là, de l'importance du lien psychologique. Euh, les souvenirs pour le passé, c'est quelque chose de fondamental. Donc, par exemple, B se pense A parce qu'il a le souvenir d'être A. C, D, E, F, G, tous ceux-là, se pensent aussi A parce qu'ils ont le souvenir d'être A. Donc ça pose pas de problème. Donc là, John Locke, on se souvient, pour qui la mémoire, les souvenirs, la conscience est un élément fondamental, il semble y avoir tout à fait raison quand on regarde derrière nous. Par contre, quand je me projette dans le temps, hein, c'est la continuité du corps qui semble compter. Hein, la projection future, donc A, se personnifie ou se projette davantage dans B que dans C, D, E, F, G, qui pour lui seraient des copies du corps. Alors, vous voyez que l'identité, un moi unique, ça pose problème. Hein, A se projette, là je résume ce que je viens de dire, A se projette dans B, mais non dans C. Hein. Alors que B et C se projettent dans A ou reconnaissent A, hein, ils sont responsables des actions de A, les deux ont les souvenirs, et en plus de ça, B, en plus d'avoir les souvenirs, il a la continuité corporelle. Alors que B et C, ou là ici je les ai cachés, là, mais c'est D, E, F, là, G, alors que B et C ne sont pas les mêmes. Et ça, tout le monde à peu près l'a reconnu. B et C ne sont pas. C ne peut pas être responsable des actions de B. Par contre, C est-il responsable des actions de A? Là, ça, c'est plus compliqué. Hein. Alors, la persistance d'un moi pose un problème malgré le sentiment d'une certaine unité. Quand vous réfléchissez à vous,
Oui, vous avez probablement le sentiment d'être un moi unique, mais ce moi unique-là est constitué d'une part de projection dans le futur, mais aussi de souvenirs, de mémoires, de désirs, d'éléments qui sont des momentanés, hein, qui sont des photographies de vous à plusieurs moments donnés. Donc, alors vous avez assurément la persistance d'une unité, hein, ou d'une certaine continuité psychologique. Ça, tout le monde est d'accord, mais peut-être que ce n'est qu'une illusion, tout ça. C'est la thèse de Jung, on l'a vu. C'est aussi la thèse jusqu'à un certain degré de Derek Perfect, malgré lui qui reconnaît l'importance de la continuité psychologique. Mais peut-être que c'est tout simplement dû pour notre survie, en cet élément-là. Et que le moi est en fait, parce que je suis à un niveau de conscience, au niveau des cours 14 et 18 sur le plan scientifique, c'est comme si j'avais plusieurs éléments de conscience en moi. Et peut-être que moi, je suis conscient, mais qu'à l'intérieur, conscient de poser des actions, d'être un moi, mais qui est en fait alimenté de plusieurs moi successifs. Bon, je reconnais que c'est un peu compliqué et encore aujourd'hui, ce sont des débats. On ne peut pas vraiment trancher. Vraiment, c'est quoi, souvenez-vous qualia, c'est quoi l'expérience, hein, de la conscience? Hein, que ce soit avec William James et Mary, hein, le cas Mary, la fille qui ne voyait pas les couleurs, ou le qualia de Thomas Nagel avec la chauve-souris. Maintenant, la responsabilité dans tout ça. La vidéo est à combien de temps? 16 minutes. OK, ça achève bien tout. Ici, si ça devient vraiment important, c'est comme un peu ma conclusion. Et on est rendu à la quatrième diapositive. Alors, la responsabilité, c'est quoi? Est-ce que je suis responsable des actions? En fait, la responsabilité, et ici, je m'inspire vraiment de M. Phi, c'est ce dont nous pouvons répondre. Je suis responsable quand je peux répondre de quelque chose. Donc, si j'ai le souvenir de quelque chose, alors, assurément, j'ai une forme de responsabilité parce que je peux répondre de ce qui est arrivé. Mais dire que je peux répondre de quelque chose, c'est ça l'étymologie de responsabilité, ne veut pas dire que je suis la cause, hein, ou que nous sommes la cause de cette chose-là. Je peux être responsable de quelque chose sans en avoir été l'instigateur, sans en avoir provoqué l'élément. De la même manière, je peux être responsable des dettes contractées par mes enfants, par mes parents sur le plan de l'héritage. De la même manière, vos parents sont responsables de vous, hein, indirectement, mais si vous êtes encore mineur, si vous faites des actions répréhensibles, vos parents peuvent être considérés comme étant responsables. Bien entendu, jusqu'à un certain degré. De la même manière, si vous passez un contrat, vous pouvez être, oui, vous avez signé le contrat, vous n'êtes peut-être pas la cause de exemple, du fait en sorte que le contrat n'est pas respecté, vous avez perdu votre job, vous n'avez plus d'emploi, patati patata. Donc, vous n'êtes pas la cause du non-respect du contrat, mais vous êtes tenu responsable. De la même manière que tu es tenu responsable de tes résultats scolaires, mais est-ce que tu es toujours la cause des mauvais résultats? Je ne crois pas. C'est la même chose sur le plan éthique. Vous devez connaître, c'est très judéo-chrétien, mais le bon samaritain. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir ou qui a besoin d'aide, tu es tenu de l'aider si ça ne met pas ta vie en danger. Alors, pourtant, tu n'es pas la cause de ça. Alors, vous voyez, la responsabilité dépasse la simple responsabilité dans le terme je ne l'ai pas provoqué, j'en suis pas responsable. En fait, ici, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à ce que vous devez à vous-même, à votre moi présent, qu'est-ce qu'il doit à votre moi futur. Si on est une collection de moi dans le temps, est-ce que vous n'avez pas une certaine responsabilité envers les successions de votre moi, hein, qui avancent dans le temps? Alors, vous êtes assurément responsable d'une partie de la situation ou des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver dans un futur qui est soit celui de demain, après-demain, le moment d'examen dans 5 ans ou dans 10 ans. Est-ce que vous pouvez tout prévoir? Est-ce que vous êtes la cause de toutes les, pardonnez-moi l'expression, mais disons, les chitus, je vais dire en latin, c'est une blague, là. Mais non, mais il y a une forme de responsabilité. Oui. Et vous en aurez probablement le souvenir, vous en aurez probablement la conscience, et vous savez, par exemple, que vous devez travailler pour avoir un certain succès, même s'il y en a peut-être qui ne vont pas travailler puis qui vont avoir du succès aussi. Donc, ça, c'est vraiment ici ça apparaît comme ça, ouais. Alors, je pense vraiment que ce sont des réflexions qui sont fondamentales à avoir. Maintenant, si c'est vrai par rapport à vous, alors je vous invite à poser là si vous êtes, ben, c'est aussi vrai par rapport, hein, aux autres. Hein, vous n'êtes peut-être pas la cause, on le voit avec le bon samaritain, mais on peut étendre, hein, l'importance qui est considérée à ces mois futurs, c'est aussi, on peut considérer
ce moi futur qui n'est pas, qui ne sont pas nécessairement votre moi juste vous, mais c'est la même chose aussi avec les autres moi. Je veux dire, pas les autres moi, mais les autres toi ou les autres êtres vivants. Hein, je veux dire, on peut, quand on réfléchit sur le futur ou pour le futur, alors il faut aussi considérer les autres personnes qui ne sont pas directement ou nécessairement directement liées à votre moi. Par contre, ça pose des problèmes qu'on va principalement analyser, je pense, à la troisième étape. Là. Ça fait longtemps que j'ai des jeux de rôle à vous faire faire. Mais Direct Perfect aborde aussi ça, je vous l'ai dit, en Reasons and Person, c'est vraiment un excellent ouvrage. En parfait, parle de conclusion répugnante, c'est-à-dire que si on pense à autrui aux générations futures, est-ce que cela ne nous amènerait pas à prendre des conclusions que l'on pourrait considérer répugnantes, des actions qui pourraient porter atteinte soit à la quantité de personnes qui vivent sur Terre, soit à des politiques, que ce soit d'immigration ou autre, qui pourraient nuire effectivement à la vie à la vie future de certaines personnes, mais tout en euh, permettant peut-être à plus de personnes d'être heureuses ou à augmenter hein, le niveau de vie d'un certain nombre de personnes, majoritairement, que si on ne prend pas un certain nombre, je veux dire, d'actions. Et là, écoutez, il n'y a pas de parfait qui n'est pas pour ou contre, rien. C'est juste qu'il nous demande d'élargir, de ne pas toujours penser l'éthique publique en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, hein, je veux terminer avec Tim Scallon, qui est professeur à Harvard. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. J'ai pas le choix, c'est à cause de Chidi. Je vous invite à écouter The Good Place, c'est vraiment très bon. Là, je sais que Tommy, vous l'avez écouté, et il y en a plein d'autres. À la page 109, vous pouvez voir Chidi, qui est mon idole, avec le livre justement de Tim Scallon, en What We Are to Each Other, en qu'est-ce que l'on doit à chacun en défendant que ce que nous devons à autrui, hein, c'est ça la thèse de l'ouvrage, qui est un livre qui est vraiment dur, que j'ai vraiment pas trouvé intéressant. Il est vraiment intéressant, mais c'est pas facile à lire. En défendant que ce que nous devons à autrui, hein, c'est notre justification. Donc, il est vraiment pour une approche contractualiste, très procédurale. Donc, c'est la justification qu'on va donner face à des décisions que l'on va prendre qui concernent autrui. Donc, c'est une espèce de rapport qui est toujours dialogique. Donc, dialogique. Euh, et c'est bien entendu aussi la qualité des interactions. Il faut être capable de mettre en place des structures qui vont assurer des bonnes interactions, des bons débats, des bonnes discussions plus que de débats avec autrui. Bref, un peu comme Derek Perfect, c'est l'importance aussi hein, des relations qu'on établit avec autrui. Euh, Tim Scallon s'inscrit dans les approches dites contractualistes. C'est donc on passe des contrats, il y a une dimension de réciprocité. Ce sont des thèses que je reviendrai à la troisième étape, mais notre vidéo se termine là-dessus. N'oubliez pas de lire, en fait, de faire le formatif, de faire l'auto-évaluation, de faire l'appréciation et bien entendu de lire le journal de Jeb numéro 4. Alors, merci, bye bye. Je ne sais pas si je suis encore là. Ben oui, vous me voyez toujours, mon Dieu, vite.